Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lula. On va parler d'une situation qui est d'actualité depuis un moment, on en parle. C'est ce fameux visa pour les Réunionnais d'origine indienne. On va en parler avec la présidente du GOPIO à Réunion, avec donc Katie Carpaille. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Katie Carpaille. Bonsoir Gismi. Là, j'allais dire, on a parlé pendant un moment de ce visa qui était possible pour les Réunionnais qui sont de la première, deuxième ou énième génération. Alors d'abord, c'est quoi l'OCI? Alors l'OCI carte, c'est une carte pour les Indiens de l'outre-mer. Voilà. Les Indiens de la diaspora. Donc à partir de vous êtes la première génération et vous descendez à la génération de vos parents qui est la deuxième génération et ainsi de suite jusqu'à la cinquième et sixième génération depuis 2 ans environ, puisque avant la Covid, le consulat ne délivrait les cartes que jusqu'à la 4e génération seulement. D'accord. Voilà. Et là, pour être clair, pourquoi on fait à l'envers finalement? Parce que à la rigueur, ce serait de dire que la première personne d'origine indienne arrivée en tant qu'engagée, pourquoi on parle de là? En fait, c'est de la méthodologie pure en généalogie. Quand vous faites votre arbre généalogique, vous êtes la génération 1. Et quand vous faites votre arbre, vous descendez ainsi de suite. La génération 2 étant vos parents, la génération 3 vos grands-parents, et ainsi de suite. D'accord. Donc, pour ceux qui sont en génération 1, c'est donc... à partir de vous. Donc, le papa et maman 2, oui. Grands-parents 3, oui. Arrière-grands-parents 4, voilà. Et arrière-arrière-grands-parents, c'est-à-dire les bisaïeuls, 5. Oui. On s'arrête à là. Voilà. Pour l'instant, pour être éligible, en tout cas, pour la carte OCI. D'accord. Après, votre arbre, il peut très bien continuer au-delà. Si vous avez des ancêtres d'origine indienne, ou si on est là des ancêtres... Alors, j'ai des ancêtres qui arrivent... africains, esclaves ou autres... Qui sont arrivés en 1860-70. Oui. Et jusqu'à maintenant, ça fait 7 générations. Jusqu'à moi, ça fait 7 générations. Avec où il fait 7 générations. Ouais. D'accord, effectivement. Oui. C'est juste la manière de faire en généalogie. D'accord. Voilà. Alors, ces visas donnent droit à quoi? En fait, ça se présente, je regarde ici, oui. L'OCI card se présente comme un passeport. Ouais. Et en fait, va au-delà du passeport, puisque c'est une carte qui est délivrée aux Indiens d'outre-mer, aux Indiens de la diaspora, d'origine indienne. Tout simplement, le plus facile, c'est pour voyager. Vous n'avez plus besoin de demander un visa. Donc, avec l'OCI carte, moi, concrètement, la malle était en Inde là, en octobre pour les vacances. Et donc, plus besoin de visa. Et concrètement, à l'aéroport, quand on y arrive, on n'a plus besoin d'aller dans la file d'attente. Le e-visa pour les touristes n'a une file d'attente exprès pour les détenteurs de la carte OCI. Et là, le rapport change parce que tout d'un coup, c'est pas le... c'est pas un touriste qui arrive. C'est un membre de la famille qui arrive. Alors, et donc la relation est vraiment chaleureuse et familière, que ce soit à l'aller ou au retour. Et même après, sur place, concrètement, on peut avoir des tarifs indiens, que ce soit pour les hôtels, les billets d'avion, entrée de musée, etc. On peut ouvrir un compte en banque, on peut acheter un bien, on peut investir, on peut faire des affaires, on peut tout faire. Sauf voter, sauf faire de la politique, sauf acheter des terrains agricoles. Voilà. Et sachant qu'en Inde, il y a quand même parfois des problèmes pour certains agriculteurs, il y a quand même le soutien des Indiens. Ça a été le cas avec Amitabh Bachchan, l'acteur, qui, lui, en tout cas, essaye d'aider ses compatriotes indiens. Je voulais revenir sur un point, c'est que ce visa ouvre quand même pas mal de portes et facilite ça va au-delà d'un visa, c'est une carte. Ouais, ça se présente comme un passeport, mais en fait, c'est une carte qui... J'allais dire un petit peu comme la carte verte aux États-Unis.
J'ai pas assez d'informations pour comparer, mais bon, oui, pour celui en gros, qui arrive à droit une carte verte, oui, voilà. Il est résident. Si on veut, mais en fait là, ça prouve des origines indiennes. Ça va au-delà du bout de papier, parce qu'en fait, ça c'est le but à atteindre, on va dire, mais le chemin est long pour y arriver, parce que faire son arbre, c'est pas donné à tout le monde déjà. Ça c'est une première étape. Et il faut que l'arbre soit complet. C'est-à-dire que c'est pas parce que on appelle Ramoudou que on dit on va descendre sur cette branche-là pour trouver le document qu'il faut pour faire les démarches pour la carte OCI. Il faut que l'arbre les complet, côté maman, papa, des deux côtés, parce que quand on remplit les formulaires pour le consulat, quand on remplit les formulaires, c'est pas qu'une branche. Il faut que tout l'arbre est complet. Oui, mais si le hasard ou la coïncidence veut que le père n'est pas présent dans la famille, comment ça se passe? C'est pour ça, me dire au cas par cas, on a des fois les faciles, des fois les compliqués. Parce qu'il il ne peut pas généraliser. Il y a une chose qui est vraie aussi, Katie Karpaïd, c'est que les femmes qui arrivaient, on savait qu'elles étaient la maman, mais parfois on ne savait pas qui était le père de l'enfant. Oui, moi c'est le cas dans mon arbre, parce que m'a retrouvé 15 ancêtres venant de l'Inde. Levez un petit peu, voilà. Voilà. Ouais. 15 ancêtres venant de l'Inde. Et sur 15 ancêtres, il y a 5 femmes sans mari, c'est-à-dire sans acte d'état civil de mariage qui prouve qu'il y aurait un mari. Mais forcément, il y a des hommes, puisqu'il y a géniteur, il y a descendance. Voilà. Oui, mais ce n'est pas déclaré. Quand on regarde sur les actes de naissance, on a toujours le nom de la maman, on a le nom de l'enfant, on a le nom de 3 témoins, mais pas forcément le nom du père. Oui, bon, c'est une réalité. C'est une réalité dont il faut en prendre en compte. Je peux le dire parce que j'ai fait la généalogie de la... Ça, c'est au Tarbao. De mon arbre à moi. Mais je l'ai fait du côté de ma mère. Oui. Je ne l'ai pas fait du côté de mon géniteur. Donc, et en plus, le paradoxe veut que dans l'histoire de l'engagisme, les hommes ne sont pas très présents non plus. Les femmes tombent enceintes, ont des enfants, mais sur des actes de naissance, on n'a pas forcément le nom du père. Oui, après, ça dépend des arbres, comme il dit Ao, mais bon, après, moi, on a retrouvé beaucoup d'hommes aussi, hein, donc faut pas trop généraliser. Et puis, c'est unique à chaque fois. C'est une démarche, c'est une épreuve. Je ne critique pas. Non, il n'y a aucune critique. C'est juste un constat, c'est que chaque arbre est vraiment unique. Voilà. D'accord. Et il y a des moments où c'est facile de trouver les documents, parce qu'en fait, où ça n'a pas travaillé que sur une branche pour dire que par rapport à une autre famille, on va retrouver les descendants sur cette branche-là et faire la demande de la carte OCI sur cette branche-là. Il faut vraiment faire aussi bien du côté papa que du côté maman, avoir un arbre complet au maximum, avec à chaque fois les actes d'état civil, naissance, décès et mariage. Et il faut en fait, c'est pouvoir descendre jusqu'à la 5e et 6e génération. Sur la 4e génération, on trouve, tant mieux. Mais sur la 5e ou 6e génération, il faut pouvoir trouver la notation né en Inde, venant de l'Inde, le nom du village ou la ville, ça c'est possible, mais c'est vraiment exceptionnel. Moi, sur 15 moons, Midiao m'a retrouvé 2. Sur 15 moons, on a trouvé 2, mais c'est vraiment exceptionnel. Merci pour ces réponses-là. Et en fait, ce qu'il faut, c'est... il faut que l'écrit né en Inde, venant de l'Inde, en tout cas pour les engagés indiens, avec numéro de matricule. Numéro de matricule général, c'est le numéro que les Indiens avaient en arrivant. Ils avaient un contrat et ils avaient un numéro de matricule. Alors attention au numéro de matricule aussi. Il y a 2 numéros. Parce qu'il y a 2 numéros de matricule. Il y a le numéro de matricule de l'engagé, il y a le numéro de matricule de la commune. Ouais. Et puis aussi, attention aussi à l'année et au numéro de matricule, parce qu'il y a des numéros de matricule où peut très bien venir de l'Inde et il y a des numéros de matricule où les né carrément à La Réunion. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Oui, ça, c'est pour les Malbas. Et pour les musulmans, il faut que ce soit annoté commerçant. La question là-dessus, concernant cette recherche pour avoir les éléments pour constituer l'arbre généalogique, c'est que
la France n'a pas bien archivé les documents. Et beaucoup ne retrouvent plus les éléments administratifs pour pouvoir justifier de leur arbre généalogique. Oui. Et pour certains, il faudra partir en Angleterre pour avoir ces éléments-là. Possible. Ou sinon, en tout cas, c'était pas la même rigueur administrative qu'à l'île Maurice. Et puis, entre-temps, jusqu'ici, il a eu beaucoup de pertes, de disparitions, de vols, de dégradation de documents ou d'incendies. Voilà. Ceci étant, reste une chose, c'est que les archives départementales et les archives municipales sont quand même, pour l'instant, bien fournies, parce que il faut savoir que officiellement, l'engagisme débute après 1848, donc certains éléments sont encore bien conservés, même si c'est pas complet. La seule commune où il y a tous les documents, c'est la commune de Sainte-Rose. Ah. Oui. Par rapport à d'autres communes où il y a des documents qui ont disparu ou qui sont détériorés ou qui n'ont pas été conservés comme il faut. Si on a la chance d'avoir des origines sur Sainte-Rose, là, on peut avoir un maximum de documents qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Donc, en fait, la première étape, en fait, c'est déjà de pouvoir faire son arbre généalogique. Déjà, ça, c'est le plus gros travail. Ensuite, à partir de l'arbre, voir sur quelle branche où va avoir le document le plus intéressant sur la 4e, 5e ou 6e génération avec annoté né en Inde, venant de l'Inde et le numéro de matricule. Là, c'est intéressant. Et à partir de là, c'est là que les choses sérieuses commencent, sachant que l'arbre, il y a déjà beaucoup d'émotions, là. Parce que quand on travaille sur votre arbre, on est quand même sensibilisé, parce que sur les actes, on retrouve les métiers, les témoins, où ça la famille sort, quoi t'es fait. Des fois, on apprend des choses aussi sur la famille, donc ça peut être très perturbant. C'est un peu comme une chasse au trésor, on ne connaît pas quoi on cherche ou trouve, et puis soit on est content, voilà, c'est beaucoup de bonheur, ou sinon ça peut remuer, on peut avoir de la tristesse. Et puis tu as des gens qui font ça très rapidement, et puis d'autres au contraire, va prendre le temps parce que c'est pas facile. Et puis c'est une démarche, et puis pas tout le monde est à l'aise avec les papiers, avec les démarches administratives. Même si on est dans le milieu, parce que moi par exemple, moi j'étais professeur d'histoire géo en collège, et c'est vrai que m'a l'a bloqué pendant des années sur mon arbre parce que je ne trouvais pas les documents, et puis faute de temps aussi, avec les métiers qu'on a aujourd'hui, les embouteillages. Faut pouvoir faire les recherches soit en ligne ou pouvoir contacter le CGB pour demander un coup de main. Par exemple, là, le mois de novembre il arrive demain. Tous les ans, le 11 novembre, le CGB les invité avec la Fédération Tamoul, ils ont les présents au Lazaret pour donner un coup de main aux familles, pour aider les familles. Ou sinon, on a des permanences aussi ailleurs dans l'île, dans des médiathèques ou autres, ou sur Saint-Leu, à Stella par exemple. Mais c'est vrai que faire son arbre, déjà, c'est le plus gros morceau. Et après, une fois que l'arbre est fait, il faut voir sur quelle branche, quel document où ça est utilisé pour pouvoir faire la demande de la carte OCI. Et à partir de là, il y a un dossier à remplir. Il faut aller sur le site du consulat. Les formulaires sont en anglais, mais on peut passer un coup de fil. Les secrétaires, les disponibles, et toujours prêts à aider le public. À recevoir, faut prendre rendez-vous pour être reçu, mais en tout cas au téléphone, il n'y a pas de souci. Et puis à partir de là, les documents, il faut pouvoir, on va pas faire une photocopie pour dire il est bon. Non, l'acte qu'on va utiliser, que ce soit un acte de décès, mariage ou naissance, peu importe, cet acte-là, il faut que il est certifié par les archives départementales. Donc il faut pouvoir aller chercher l'acte, faire la demande en tout cas aux archives. Le personnel est vraiment compétent et puis disponible. Après, c'est le temps d'attente. Entre le moment où on demande, il peut prendre une semaine ou un mois. Il faut que le document est certifié par les archives départementales. Ensuite, le même document, il doit être certifié par le tribunal de grande instance. Donc, c'est le même secrétariat qui reçoit ou à l'accueil. Donc, s'il y a beaucoup d'affaires au tribunal en ce moment, ce n'est pas notre priorité. Donc, là aussi, il y a un temps d'attente, que ce soit un mois ou plusieurs mois. Ensuite, ce document-là, il faut les traduire en anglais par un traducteur assermenté par le consulat de l'Inde,
Hein, il ne s'agit pas que n'importe qui y traduit. Ou mal appris que dans les mairies aussi, des fois, on peut demander la traduction en anglais. C'est-à-dire qu'on peut avoir le document en français et le document en anglais. Il faut voir quelle mairie il fait ça. À ce moment-là, c'est possible, apparemment. Voilà. Ensuite, il y a le formulaire à remplir en ligne. Et puis, après, le consulat, là, il contacte pour voir si le dossier est complet, pas complet, qu'est-ce qui manque. Ça, c'est en théorie. Hein, en général, ça a l'air facile comme ça. Hein. Oui, c'est un peu plus complexe. Mais c'est un peu plus complexe parce que c'est de l'administratif et puis c'est l'administration indienne. Donc, c'est des gens extrêmement rigoureux. Il ne s'agit pas de distribuer la nationalité, la carte OCI comme ça à n'importe qui, parce que c'est pas la même chose. Et puis, moi, en fait, m'a fait le démarche il y a 1 an et demi. C'était pendant le confinement. Hein. Nous, à Gopio, l'association de la diaspora indienne, ça nous tenait à cœur, en fait, de travailler là-dessus. Le confinement est tombé très bien. Ils ne pouvaient pas sortir, mais nous étions en petit comité. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur nos arbres. Et puis, comme elle a eu ma carte OCI en octobre l'année dernière, c'était tellement de bonheur. On m'a dit, mais non, mais il faut partager, quoi. Dès que le confinement l'a fini, dès que les gestes barrières il est terminé, il faut partager ça au grand public pour expliquer aux gens comment il faut faire, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, hormis le Gopio a porté ce projet et va porter cette démarche, oui. Il vaut mieux plus s'adresser au consulat qu'au Gopio pour avoir plus d'informations. Ça dépend quoi faire. Plus d'informations ? Plus d'informations. Les deux, mais de toute façon, le consulat, ça fait partie de leur travail. On peut téléphoner. Hein. L'idée, c'est pas de saturer le standard non plus. Hein. Mais après, en ligne aussi, on peut trouver des documents, des informations. Et puis après, Medigopio que nous aide, nous fait. Mais nous n'est pas tout seul. Hein. On a le CGB aussi, il est là, il aide. CGB, c'est Cercle généalogique de Bourbon. D'accord. Et puis, il y en a beaucoup d'associations aussi, depuis des années. Ils aident les Réunionnais à faire des arabes généalogiques. Ça, c'est pas nouveau. Tu peux renseigner autour des autres, mais je pense que tu vas trouver facilement. Après, c'est vrai que dans la démarche de la carte OCI, il y a des gens qui ont déjà fait la démarche depuis longtemps et qui ont déjà cette carte et que les discrets parce que c'est les autres vies privées, quoi. Nous, c'est une autre démarche. Nous, on a envie de partager. Voilà. Une chose qu'il faut dire, il y a des Réunionnais d'origine indienne qui vont en Inde et qui reviennent déçus. Il faut aussi se dire une chose, c'est que quand ils arrivent là-bas, il ne faut pas croire qu'ils sont en terrain conquis, quoi. Là, c'est personnel, hein, la déception. Non. Il y en a qui sont reçus de manière... Déçus par l'accueil, par le fait qu'on ne reconnaît pas leurs racines indiennes, peut-être qu'ils ont une trop grande attente. Possible, mais là, c'est personnel. D'accord. Après, il y a peut-être un travail aussi à faire sur soi, parce que là, nous, dans la quête identitaire, on a le monde, par exemple, qui va faire les démarches de faire ce travail et d'avoir la carte OCI, juste pour dire que c'est dans la carte et qu'il n'utilisera pas, qu'il ne voyagera pas avec. D'accord. Parce qu'en fait, là, c'est les gens, on a des personnes, les juste médias dans la quête identitaire, et c'est juste... comment expliquer ? C'est comme des enfants qui n'auraient été abandonnés parce que y a l'abandon, il y a le rejet, il y a toute l'histoire de l'engagisme qui arrive suite à l'esclavage. Donc le contexte est quand même assez douloureux. Hein. Nos ancêtres l'ont beaucoup souffert et puis là retrouver ses racines, avoir le document pour dire que nos ancêtres, tel ancêtre ou sur telle branche, ils sont en Inde, là, des gens les vraiment satisfaits de ça parce que là, avoir la carte OCI, c'est vraiment le gouvernement indien. D'ailleurs, il y a l'Inde est partout. Hein, voilà. Et c'est le gouvernement indien qui reconnaît vos racines indiennes. La mère patrie, l'Inde reconnaît vos racines indiennes. Donc, on a des gens va arrêter juste à là. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres, comment on va utiliser pour voyager. Et puis d'autres personnes qui utilisent déjà ou que l'ont intéressé, pas pour voyager, que pour les affaires, pour investir. Ça, c'est une autre démarche. Le quotidien avait titré son article « Voyager ou vivre en Inde sans visa, c'est possible ». En tout cas, Cathy Karpai, c'est cette réalité-là aujourd'hui qui est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a une porte qui s'est ouverte entre la Réunion et l'Inde. En tout cas, ça va faciliter
à certains réunionnais d'origine indienne leur déplacement et leur communication, leur relation avec l'Inde. Voilà, ça existait déjà, mais on était bloqué sur la 4e génération. Donc on voit bien que quand on est sur la 4e génération, ça vous amène à vos arrière-grands-parents. Donc arrière-grands-parents, alors que nous, descendants d'engagés indiens, si on arrive à la Réunion, 1848, à partir de l'abolition de l'esclavage, mais c'est sûr qu'on est plus sur la 5e, 6e. Et là, suite à la conférence de vendredi qu'on a donnée aux archives départementales, le sujet qui s'est posé, la question qui s'est posée, c'est pour la 7e génération. Puisque là, c'est pas le cas. Mais pourquoi pas, s'il y en a plusieurs personnes dans cette configuration-là, qu'on a les ancêtres qui arrivent sur la 7e génération, pourquoi pas? D'accord. Mais c'est une question et un projet que Gopio peut porter au consulat. D'accord. On arrive au terme de cet échange. On va rappeler rapidement donc OCI, c'est donc... Overseas Citizen of India Card. Je montre pour qu'on voit bien. D'accord, si donc on peut zoomer. Ça, en tout cas, ça remplace un peu le visa. Ça remplace le visa qu'on fait à chaque déplacement. Il n'y a plus besoin de visa. Et c'est ça intéressant parce qu'en voyageant, vous entrez tel quel avec le visa. Et puis partout, quand vous arrivez à l'hôtel ou même dans les musées ou autres, vous montrez cette carte. Après, vous pouvez négocier les tarifs indiens, avoir des tarifs indiens sur place. Ça, c'est possible. En tout cas, on vous recevra de nouveau lorsqu'on évoluera un petit peu dans cette démarche où on verra comment les gens, les réunionnais d'origine indienne profitent de cette carte pour voir comment ça se passe. En tout cas, merci. D'accord. Merci de m'avoir reçu. Merci pour ces informations, Katie Karpaï. Donc, je rappelle que vous êtes présidente du Gopio Réunion. C'est ça. Merci pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.